Ok, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée aux effets donc, de la seconde quantification, comment réinterpréter les propriétés de l'eau qui constituent un être vivant à 89% à la lumière de ce que nous apprend la physique théorique, et plus particulièrement la physique quantique de seconde quantification. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré qu'il y a des expériences qui ont été publiées qui montrent que quand vous prenez de l'eau, des ions et du gaz, eh bien, vous pouvez créer un système qui est sensible au champ électromagnétique. Alors, sachant que c'est vous êtes un système constitué d'eau, de sel et de gaz, ben ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire sur cette planète, au niveau des champs électromagnétiques artificiels, qu'on appelle le Wi-Fi, Internet, vous affecte, que vous le vouliez ou non. C'est une conséquence de cette structuration, nanostructuration de l'eau en domaine de cohérence. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faudrait qu'on légifère un petit peu, qu'on surveille ce que font les opérateurs de téléphonie mobile ou de réseau Wi-Fi, parce que les fréquences ne sont pas anodines. Alors, je voudrais ici vous montrer, laisser pour l'instant ce problème des ondes artificielles de côté, pour attaquer un problème qui moi, me passionne beaucoup plus, c'est le problème des ondes naturelles. Parce que, comme on l'a vu, notre tube de luminol, il s'excite quand le Soleil passe devant la Lune. Et ça pose une question, si le tube de luminol est capable de faire ça, que fait un être vivant? C'est pas un tube, lui, il y a de l'huile en plus, il y a de la cohérence, il y a de l'information. Mais aussi, la Lune et le Soleil, c'est évidemment les astres qui sont les plus proches de nous, quid des autres planètes? Parce que ces autres planètes aussi, elles ont un effet. Alors, on sait bien qu'il y a cette science ancestrale qu'on appelle l'astrologie, qui prétend que lorsque vous naissez, votre heure de naissance et votre lieu de naissance est fonction, il y a des choses qui sont imprimées à partir de la configuration des planètes. Bien sûr, cette astrologie peut sembler complètement loufoque à quelqu'un qui nage dans la physique du 19e siècle, c'est-à-dire où l'eau est H2O, et tout ce qu'on a dit sur la seconde quantification et sur la possibilité de mémoire de l'eau, tout ça, c'est de la foutaise. Là, effectivement, la conclusion logique, c'est de rejeter l'idée que les planètes puissent nous influencer. Mais si maintenant vous prenez toute cette idée que l'eau est un vecteur d'information, que nous sommes faits d'eau, qu'il y a les domaines de cohérence, la question se pose qu'on peut maintenant tester ça scientifiquement, et pas simplement idéologiquement. Est-ce que les planètes ont un effet sur l'eau, au sens de la seconde quantification? Et c'est une question qui est évidemment importante, parce que ça va permettre, là aussi, de réconcilier, toujours pareil, la tradition et la science. Alors, voilà, quand je me suis posé la question, d'abord je voulais une réponse scientifique, et pas une réponse philosophique, ni astrologique, mais une réponse scientifique. Donc évidemment, la première chose que j'ai fait, c'est de regarder le mouvement réel des planètes. Parce que là, on a quand même un petit souci. Quand moi je me lève le matin, je vois le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Je ne vois pas la Terre qui tourne autour du soleil. Je n'ai même pas conscience que la Terre tourne autour du soleil. Ce que je vois, c'est que c'est bien le soleil, ce que j'observe avec mes yeux. Il fait ça. Donc, mon point de référence, et ça, j'ai le droit de le faire, je vous rappelle qu'il y a une théorie qui s'appelle la relativité, et cette théorie de la relativité, c'est dit que tous les observateurs se valent, quel que soit leur lieu, le référentiel qu'ils choisissent. Donc moi, je vais choisir un référentiel terrestre. Pourquoi? Parce que je suis un terrien, et que c'est naturel que je me réfère à la Terre pour parler de l'influence des planètes. Quand je choisis un référentiel où c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas un référentiel terrestre, c'est un référentiel solaire. C'est-à-dire, c'est ce qui intéresse un être qui habiterait sur le Soleil. Moi, je ne peux pas habiter sur le Soleil parce qu'il y a 5000 degrés de température et je serais vaporisé. Donc, je préfère prendre un point de référence, la relativité me le donne, m'autorise. Alors, c'est vrai que ce choix n'est pas mathématiquement le choix le plus simple. Parce que les mouvements vont devenir très compliqués,
Alors que si je me plaçais au centre du Soleil, j'aurais qu'un type de mouvement qui s'appelle une ellipse. Là, le fait de choisir le référentiel terrestre va faire que je vais voir des mouvements très différents des ellipses. Vous les avez ici. Bon, ça, c'est le mouvement du Soleil. Donc, maintenant, la Terre est au centre, donc c'est bien le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ça, c'est le mouvement de Mercure. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle ces rétrogradations. C'est-à-dire que Mercure avance dans le ciel, comme ça. Puis, il s'arrête, il repart. Il s'arrête, il repart. Ça s'appelle un mouvement rétrograde. On l'observe, c'est ce qu'on voit. Si vous prenez un télescope, ça, c'est le mouvement de Vénus, ça, c'est le mouvement de Mars. Et là, c'est des jolis. Regardez ça comme c'est beau. C'est Jupiter et Saturne, ils font des trèfles, comme ça, ils font des boucles. Et il y a des boucles qui sont liées donc à ces planètes. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de toutes ces figures? On a la Terre au centre du mouvement, mais surtout, on voit qu'à cause de ces rétrogradations, il y a en fait une distance maximale et une distance minimale. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'époque, la distance entre la Terre et une planète est minimale. On dit qu'elle est la plus proche. Et puis à une autre époque, on va avoir une distance maximale. Et donc, on va toujours se situer entre un maximum et un minimum. OK. Ensuite, on va faire de la physique. La physique nous apprend que la Terre et la planète ont une masse. Et que les masses s'attirent en raison du produit des masses et de l'inverse du carré de la distance pour la force. Donc ça, la force de gravitation, elle est bien connue. Et on va s'exprimer par rapport à la masse de la Terre comme ceci. Ensuite, comme je l'ai vu, il y a une distance maximum et une distance minimum pour la planète que je considère. Ça, ce sont les données astronomiques, elles sont bien connues aussi. Donc comme j'ai une distance maximum, je veux avoir ce qu'on appelle un différentiel de force. Là, je peux calculer la force, la différence entre la force quand la planète est là et la force de gravitation quand la planète est là. OK. Ensuite, j'ai une relation qui me dit que cette force, je peux l'exercer sur quelque chose. Et quand j'exerce la force sur une distance, j'obtiens une énergie. Quelle distance je vais prendre? Comme je m'intéresse à la vie, et que je sais que tous les êtres vivants sont faits de graisse, quand on calcule l'épaisseur de la bicouche lipidique, ça fait 10 nanomètres à peu près. Donc c'est la distance, on va dire que ce différentiel de force s'exerce sur une membrane lipidique qui fait donc entre 4 et 10 nanomètres. Et puis, ensuite, eh bien, on va appliquer la physique quantique, c'est-à-dire qu'on va dire que cette énergie qui correspond à la force de gravitation relayée par la bicouche lipidique correspond à une fréquence que je vais calculer. Et puis, comme la fréquence, c'est souvent quelque chose qu'on peut visualiser comme étant aussi de nature électromagnétique, cette même énergie, je vais la transformer en champ magnétique. C'est-à-dire, je vais calculer quel c'est le champ magnétique produit par le mouvement des planètes sur des cellules, sur des bicouches lipidiques. Voilà. Donc, toutes les équations sont parfaitement bien connues. Ce sont les équations de Newton pour la gravitation et les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme. Et on obtient donc le petit tableau qui est ici. Donc vous voyez, j'ai pris le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Pluton, Uranus, Neptune, Pluton, et pour être vraiment sûr que ça c'est très loin, Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de nous, du Soleil, et aussi la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de la galaxie, de la Voie lactée. Voilà. Alors, la première colonne, donc, c'est la masse qui agit sur la Terre. Bon, ça, c'est connu, les astronomes connaissent. Des min, des max, comme je l'ai dit, c'est les distances minimum et maximum. Donc, pour les planètes, c'est bien connu. Par contre, bon, pour Centaure et Andromède, on va prendre qu'une seule distance. Hein. On n'aura pas des min et des max. Et puis, on transforme ça en force, en énergie, en fréquence et en champ magnétique. Voilà. Donc, aucun problème. Ça se fait très bien. Et puis après, il suffit de regarder. Alors, on va regarder en fréquence, par exemple. On voit que ça se chiffre en mégahertz. C'est-à-dire que c'est quand même des objets qui sont très loin. Hein. Mais par contre, ils sont très massifs. Et donc, ça a quand même un effet au niveau du mégahertz. Alors évidemment, on ne va pas être surpris, c'est le Soleil et la Lune qui ont les contributions les plus fortes. Mais on voit que les autres planètes, même la galaxie d'Andromède, elle est à 10 moins
de mal à lire, 10-8, je crois. Là, comme c'est des mégahertz, c'est quand même des fractions de hertz, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est tout à fait mesurable, quand on va le voir tout de suite. Je peux aussi raisonner en nanotesla, c'est-à-dire que je transforme cette fréquence en fréquence électromagnétique, et je cherche la contribution magnétique. Pourquoi? Parce que la contribution magnétique, c'est très dur à arrêter, une contribution magnétique. Donc, on est sûr que ça atteindra la planète. Et on voit de nouveau que c'est le Soleil et la Lune qui sont de loin les plus affectés, qui nous affectent la matière vivante. Et puis après, on va retrouver des champs, vous voyez, qui peuvent aller pour Andromède jusqu'à 215 picotesla, donc 2,15 picotesla, pardon. Et donc, c'est vrai, pico, c'est 10 puissance moins 12, c'est tout petit. Hein. Mais regardez, ça, c'est l'image d'un corps humain en champ magnétique, non, en fréquence, et non, en fréquence ici, en champ magnétique ici. Il faut savoir que l'être humain, il a 3 organes principaux qui sont des émetteurs électromagnétiques, des organes qui sont très sensibles au champ électromagnétique, c'est le cœur, l'intestin et le cerveau, et que c'est dans cet ordre, c'est-à-dire que c'est le cœur qui a le champ magnétique, l'émission magnétique la plus forte, ensuite l'intestin et en dernier lieu le cerveau. Et là, vous avez les fréquences qui sont concernées. Donc c'est vrai que le cerveau peut aller jusqu'à des fréquences de 200 Hz, mais regardez, les fréquences cardiaques ou les fréquences intestinales sont du même ordre de grandeur que les fréquences qu'on voit Proxima du Centaure ou Andromède. Donc on voit que par notre activité cardiaque, intestinale et cérébrale, on est affecté par le mouvement de ces planètes. C'est-à-dire le fait qu'elles ne soient jamais à la même distance et que ça varie dans le temps crée des champs magnétiques ou des fréquences qu'on peut mesurer, enfin, qu'on pourrait mesurer, enregistrer. Et n'oubliez pas que ces fréquences sont cohérentes. C'est-à-dire que même si elles sont bien inférieures à un bruit, comme elles sont cohérentes par la résonance stochastique, si je sais où elles sont, on peut les sentir, en augmentant le niveau de bruit. Donc voilà, on montre ici que le fait que l'eau, que ces bicouches et ces domaines de cohérence, donc sur les bicouches, donnent une sensibilité. Et ça, pour la médecine, c'est important. Bon, c'est connu depuis longtemps en médecine. Hein. C'est-à-dire que quand vous administrez un médicament, il faut tenir compte de l'heure à laquelle vous le donnez. Parce que, voilà, c'est important. Mais même si on prend une plante, par exemple, tous les jardiniers savent qu'on doit jardiner avec la lune. Et que c'est pareil, il ne faut pas arroser à certaines périodes. La raison, elle en est simple, c'est que regardez, quand on calcule le champ magnétique créé, voilà, tous les ions sont en mouvement hein, dans la matière vivante, comme vous le montre ici, il y a les domaines de cohérence, les ondes tournoient autour de ces domaines de cohérence, il y a le champ magnétique terrestre qui crée des fréquences. Donc, que ce soit ces fréquences ici d'activité ionique, ou que ce soit ces champs magnétiques, vous voyez, une plante, c'est 18 nanotesla. Et quand vous voyez le Soleil, il est à 99,5, et la Lune est à 15 et quelques. Donc le Soleil et la Lune ont une influence du même ordre de grandeur que la montée et la descente de la sève dans une plante. Donc il est logique d'observer que suivant les phases lunaires, et suivant si le Soleil se lève ou se couche, les plantes réagissent. Mais si les plantes réagissent parce qu'elles sont à 18 nanotesla, vous réagissez aussi par vos cœurs, votre cœur, vos intestins et votre cerveau. Donc c'est pour ça que s'il y a des personnes qui sont du mal à dormir par les nuits de pleine lune, il ne faut pas être surpris. Il y a des choses qui se passent à ces niveaux-là. Via nos membranes lipidiques, nous sommes des êtres qui sont, et notre eau de structure, nous sommes des êtres qui sont sensibles à des champs électromagnétiques qui viennent là de l'espace, et je vous rappelle que Andromède, c'est quand même pas à côté, ça vient de très loin, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi tous ces champs électromagnétiques artificiels que nous générons et qui sont bien supérieurs à ceux-là. Donc si ceux-là peuvent déjà nous influencer, imaginez ce qui se passe quand vous êtes près d'une antenne relais ou près d'un routeur Wi-Fi. Et je ne parle pas du téléphone portable que vous mettez à l'oreille. Donc c'est pour ça que, en conclusion de ça, je vous recommande de vous protéger. Il y a des dispositifs. Celui-là, par exemple, fait appel à la mémoire de l'eau.
On code des fréquences électromagnétiques pathogènes. Celui-là est un petit peu plus subtil. Je ne connais pas la technologie, mais peu importe, on peut tester si ça marche sur des gens électrosensibles. Il y a des moyens de se protéger. Et, vu au train où va le brouillard électromagnétique et l'absence totale de régulation de nos gouvernements face aux opérateurs de téléphonie mobile, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'irradier sur n'importe quelle fréquence. Ceux qui ne se protègent pas seront directement affectés par les nouvelles technologies et vaut mieux le savoir. Voilà.